Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Martin Ziguelet, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de te recevoir à la Fondation Jean Jaurès. Martin, donc je te présente rapidement, tu es président du MLPC, le Mouvement de libération du peuple centrafricain, un des principaux partis démocratiques de la République centrafricaine et un partenaire de longue date de la Fondation Jean Jaurès depuis de nombreuses années. Tu es également député de l'Assemblée nationale de Centrafrique et ancien Premier ministre de la République centrafricaine. Donc nous allons parler ensemble 10-15 minutes de la Centrafrique. Alors ma première question, très générale, peux-tu nous brosser un tableau de la situation politique aujourd'hui en Centrafrique ? Je te remercie Alexandre. Nous avons eu, pour ne pas aller dans les détails, nous avons eu une année 2020, année électorale, qui s'est conclue le 27 décembre par des élections qui se sont passées sous des coups de feu. Pour la simple raison que l'ancien président François Bozé, qui était rentré d'exil d'Ouganda en décembre 2019, a vu sa candidature invalidée. Et lorsque sa candidature a été invalidée, il s'est retiré dans le nord du pays. Et avec un certain nombre de groupes armés qui avaient signé l'accord de paix de Khartoum et qui n'avaient pas encore désarmé, ils ont reconstitué une coalition de groupes armés appelée la coalition des patriotes pour le changement. Et donc ont essayé non pas essayé, mais ont empêché la tenue des élections sur une grande partie du pays. Donc les élections se sont réduites vraiment aux acquets, dans des conditions extrêmement difficiles, dans une forme de confusion. Et le président Touadéra a été déclaré réélu avec 51% des voix. Et notre parti a occupé la troisième position, après Anissé Georges Dologuélé. Donc, c'était des élections, j'allais dire, à la hussarde, très insécures. Mais c'est ce qui est venu après les élections qui ont été terribles et qui sont toujours terribles pour la population centrafricaine. C'est que dans le cadre de l'assistance que la Russie apporte à la RCA sur le plan de la formation des éléments militaires, il y a eu manifestement un genre de cheval de Troie qui a fait que sur le terrain en Centrafrique, il y a eu des paramilitaires russes qui sont venus et qui ont pris en main les opérations de guerre contre les groupes armés. Et si dans un premier temps, ces paramilitaires russes ont pu libérer des villes, mais nous avons vu que les choses ont commencé à s'enliser et beaucoup de rapports, que ce soit du Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit de divers organismes, Human Rights Watch, etc., ont mis en exergue des exactions massives, à la fois des groupes armés et des paramilitaires russes contre les populations civiles. Donc au moment où je vous parle, la situation sécuritaire est intenable pour les populations. Et pour la première fois est apparu un phénomène que nous n'avons jamais connu dans notre pays, c'est la pose des mines antipersonnelles sur les voies routières dans beaucoup de régions du pays et qui font beaucoup de victimes innocentes, bien sûr. Voilà la situation. Et je suis en Europe parce qu'il est prévu un dialogue politique au début de l'année prochaine. Et ce dialogue politique ou républicain, selon les uns ou les autres, devait réunir l'ensemble des forces vives de la nation et de préférence également avec ceux qui portent les armes pour essayer de trouver une issue pacifique pour la paix et la stabilité dans notre pays. Merci Martin. Tu évoquais à l'instant le dialogue politique. Je sais que tu as participé il y a peu de jours à Rome au dialogue initié par la communauté Sant'Egidio. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de la teneur de ces échanges et de la dynamique qu'il pourrait créer, de la suite que cela pourrait entraîner? C'est ça. La communauté Sant'Egidio, je le rappelle d'abord, a commencé à intervenir dans la crise centrafricaine depuis 2003. C'est pour dire qu'ils connaissent le pays, qu'ils en connaissent également les acteurs politiques et autres. Et donc, compte tenu des difficultés conceptuelles de la manière dont doit se passer ce dialogue-là, ils ont cru devoir organiser un genre d'occasion d'échange informel ou formel, c'est selon, pour connaître les positions des uns des autres et puis essayer de rapprocher les points de vue.
Parce que, si vous voulez, il y a deux thèses fondamentales. Il y a la thèse du pouvoir en place à Bangui qui dit que le dialogue politique, le dialogue doit être un dialogue républicain, regroupement uniquement des forces vives de la nation. En fait, ceux qui acceptent le cadre républicain, constitutionnel, qui n'ont pas pris les armes contre l'État, pour simplifier. Et la CEAC, la communauté internationale de la région des Grands Lacs, et beaucoup de Centrafricains pensent que l'insécurité est du fait des groupes armés. Et il y a eu un accord de paix qui a été signé à Khartoum en février 2019 et qui a manifestement échoué. Et donc, il faut qu'il y ait un dialogue regroupant à la fois les forces vives de la nation et les représentants des groupes armés pour aller jusqu'au fond des choses, pour savoir pourquoi cet accord n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que nous revenions définitivement à la paix. Pour ne pas que ceux qui portent l'insécurité, qui créent l'insécurité, c'est-à-dire les groupes armés, soient exclus du processus de paix et trouvent des prétextes pour sévir contre la population. Parce que les exactions des groupes armés, c'est contre la population. Donc la population est prise entre le marteau et l'enclume de ces deux positions qui, pour le moment, ne sont pas encore conciliées. D'accord, merci Martin. Et je reviens dans ce contexte d'insécurité, de complexité politique, tu as mentionné la présence militaire russe, enfin on pense évidemment à la société Wagner, on pense aussi au Mali, et donc cette présence russe fait l'objet de nombreux débats. Est-ce que pourrais-tu nous en dire davantage sur cette présence russe à Bangui et en RCA? Alors, pour simplifier, quelle était la situation? Il faut se rappeler d'abord qu'en 2013, le président Bozé a été renversé par une coalition armée dénommée Seleka. Et cette coalition armée a mis en place une transition. Et pendant cette transition, compte tenu de l'atomisation des forces armées centrafricaines, c'est-à-dire les forces régulières, c'est la République centrafricaine qui a demandé au Conseil de sécurité d'imposer un embargo sur les armes à destination du pays, pour ne pas que, puisque les casernes, les armureries étaient détruites, etc., pour ne pas amplifier la détention des armes par des personnes qui n'étaient pas habilitées à le faire. Et puis, naturellement, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en évaluant régulièrement la situation, a maintenu l'embargo. Et lorsqu'il y a eu les élections de 2015, avec l'élection du président Faustin Archange Touadéra, il a entamé des démarches pour demander la levée de l'embargo. Et naturellement, sa demande n'a pas abouti, mais c'est une anecdote assez intéressante pour la suite. Il est venu voir les autorités françaises pour demander aux autorités françaises de plaider pour la RCA. Et les autorités françaises les ont aiguillonnés vers les autorités russes, parce que la Russie avait saisi au large de la Somalie des armes. Et donc la France voulait que les autorités centrafricaines rencontrent les autorités russes pour leur demander la cession de ces armes-là. Parce que la France ne pouvait pas, au motif que la France ne pouvait pas leur vendre des armes à la RCA au titre de l'embargo. Et donc le président Touadéra est allé voir M. Lavrov, et c'est le phénomène que j'appelle un phénomène du cheval de Troie qui s'est passé, c'est-à-dire la Russie s'est introduite tout à fait légalement en Centrafrique par un accord militaire, officiellement en fournissant des armes avec la bénédiction du Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, procédant à la formation des forces armées centrafricaines au maniement de ce matériel militaire. Et je pense que dans le cheval de Troie, il y a eu donc l'irruption sur le terrain de la fameuse société paramilitaire Wagner, qui avait à la fois un objectif économique et à la fois donc cet objectif militaire. Et insidieusement, ces troupes Wagner se sont substituées à ce que tout le monde a cru devoir être la présence militaire de l'État russe. Et c'est ce qui nous a amenés dans la situation actuelle. Alors, la position du MLPC est claire sur le phénomène. Nous avons des relations avec la Russie depuis 1960, depuis l'indépendance de notre pays. Et notre démarche en tant que parti politique, ce n'est pas de remettre en cause les relations tout à fait officielles, diplomatiques, économiques, militaires entre notre pays et la Fédération de Russie. Nous soutenons les relations d'État à État. Nous soutenons la diversification des relations d'État à État.
avec l'Inde, avec la Chine, avec la France, avec la Fédération de Russie, les États-Unis, tous les États qui souhaitent coopérer avec la RCA dans tous les domaines, nous demandons et nous souhaitons à ce que cela se fasse dans un cadre officiel conformément à la Convention de Vienne. Ce que le MLPC condamne, c'est que l'État centrafricain utilise des mercenaires, qu'ils soient russes, qu'ils soient autres, pour assurer la sécurité du pays. Et nous demandons donc la substitution de cette ressource à leur départ. Nous demandons clairement leur départ et la substitution par des forces armées des pays amis sur une base bilatérale. Et ce que je dis est en conformité avec le droit international. L'utilisation de mercenaires par un État est formellement interdite. Donc, ce n'est pas une invention du MLPC, ce n'est pas une chimère du MLPC, ce n'est pas une manipulation politique ou une revendication politique exagérée ou hors sol du MLPC. C'est un État, pour qu'il soit respecté, doit se soumettre à la légalité internationale. Et la légalité internationale interdit l'utilisation des mercenaires. C'est à ce titre-là que ce soit en Centrafrique, pour ce qui nous concerne, nous sommes contre cette démarche, et naturellement dans d'autres pays africains, parce que ce que nous voyons, c'est que lorsque ces paramilitaires s'installent dans un pays, ils ont tendance à se substituer à l'État. Et à donc à agir au nom de l'État, mais contre les intérêts bien compris de cet État-là, notamment la protection et la sécurité des populations civiles. Merci Martin pour ta très intéressante réponse. Ma dernière question sera celle-ci, un peu de politique fiction entre guillemets. Quelle perspective peut-on envisager à moyen terme pour la République centrafricaine? Alors, vous savez, les problèmes politiques ne peuvent être résolus que par la volonté politique d'avancer. Comme disait Marx, l'humanité ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Si un problème est simple à résoudre et que vous n'avez pas la volonté politique de le résoudre, vous n'allez pas le résoudre. De la même manière, même si un problème est complexe, si la volonté politique existe de le résoudre, d'aller jusqu'au bout des solutions possibles, vous allez faire cette démarche-là. Je ne suis pas naïf, mais je crois qu'avec le concours de toutes les bonnes volontés, des forces politiques en interne, des forces vives de la nation en interne, avec l'appui également intelligente de la communauté internationale, on peut faire en sorte que ce pays-là revienne dans la légalité et se mette debout et, en appliquant à lui-même des principes de bonne gouvernance, puisse donner des raisons d'espérer à sa population. Pour être plus simple, le dialogue républicain qui s'annonce doit être un exercice sérieux. Il ne doit pas être quelque chose qui est destiné à la consommation de l'opinion internationale et nationale. Il ne doit pas être un exercice, un passage obligé pour pouvoir espérer avoir l'aide financière internationale. Il doit être un exercice d'introspection, d'analyse des causes réelles des problèmes récurrents de la RCA, parce que je vous dis que ça fait à peu près 25 ans que nous connaissons de manière récurrente ces problèmes-là, et il est question d'aller au fond des choses, et cela est possible grâce à la volonté réelle, volonté politique réelle des uns et des autres qui doit être manifeste pour que nous puissions arriver à une solution. En quelque sorte, nous sommes des progressistes et nous pensons qu'il n'y a pas de cause perdue. Lorsque les causes sont justes, il faut continuer à se battre. Et même s'il y a un brin d'espoir d'arriver au bout, mais c'est le travail du militant politique que nous sommes, de travailler dans le sens de l'espérance, de travailler de manière lucide, pas naïve, pour que des opportunités s'ouvrent à la population. Parce que ce sont les personnes qui souffrent qui justifient notre démarche politique. Nous ne faisons pas carrière en politique, nous luttons pour des causes qui concernent la population centrafricaine dans son ensemble. Voilà comment je pourrais répondre à cette question qui est très importante. Est-ce qu'on peut espérer? Je pense que oui, on peut espérer. Très bien. Souhaitons le meilleur pour la République centrafricaine et on te souhaite beaucoup de courage, Martin. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci aussi à la Fondation Jean Jaurès. Merci pour son soutien constant au MLPC, et je voudrais dire de façon tout à fait militante que
l'année prochaine, au mois de septembre l'année prochaine, la République centrafricaine, si les conditions sécuritaires le permettent et si le dialogue réussit, ira pour la première fois aux élections locales depuis 40 ans. Depuis 1982, il n'y a pas eu d'élection locale dans ce pays. Et les élections locales de 1982 n'ont pas abouti non plus. Donc pratiquement depuis notre indépendance, nous n'avons pas eu d'élection locale. Et nous irons à l'exercice en septembre de l'année prochaine. Et naturellement, en tant que parti du peuple, le MLPC veut être aidé sur le plan conceptuel, sur le plan organisationnel, sur le plan de la formation, parce que, et pour nous militants, et pour nos prochains candidats, ce sera quelque chose de complètement inédit. D'être candidat pour des élections locales, c'est-à-dire les municipales, des régionales et des sénatoriales. D'accord. Merci beaucoup, Martin. Mais c'est moi. C'est moi. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.